Je prends les critiques avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humour. Quand vous décidez d'être sélectionneur, hein, vous savez qu'il y aura forcément des critiques avec le nombre de sélectionneurs potentiels qu'il y a dans chaque pays, notamment en Côte d'Ivoire. Donc non, je prends ça avec beaucoup de recul. Après, le plus important, c'est qu'on gagne, c'est qu'on atteigne les objectifs et que de toute façon, quoi qu'il arrive, même quand ils nous critiquent, ils sont contents quand on gagne, ils sont contents quand on se qualifie pour les grandes compétitions. Là, on l'a fait pour la prochaine CAN et pour la prochaine Coupe du Monde. Oui. Donc tout le monde est content et moi, je prends volontiers les critiques, même quand elles sont négatives. Justement, Emers, par rapport aux critiques, alors on sent ta sérénité par rapport au sujet, mais est-ce que quelque part ça te touche quand même? Après, on reste des êtres humains. Je reste un être humain. C'est vrai que des fois, c'est agaçant. Des fois, ça peut toucher aussi, surtout quand j'ai le sentiment que c'est un peu injuste, que les critiques sont pas forcément fondées. Mais comme je l'ai dit, hein, il faut j'essaye en tout cas de trier, de faire le tri sur les critiques, de prendre celles qui me permettent d'avancer, celles qui me permettent de me corriger et de continuer à progresser parce que je suis toujours un jeune entraîneur et je ne cesse d'apprendre au quotidien avec mon staff, avec même les personnes qui me critiquent. Donc on essaie de prendre ça du côté positif. Tiens, on va parler désormais de tactique, pleinement plongé sur cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez un schéma préférentiel, c'est le 4-3-3, mais vous avez testé également d'autres schémas. Quel est votre schéma préféré au final? Est-ce que vous en avez un, vous avez réussi à en adopter un, pas encore? Pour être honnête, j'ai un schéma que j'adore, que j'affectionne. C'est le 3-4-3. Mais ce n'est pas forcément celui que j'utilise en équipe nationale, parce que c'est un système qui demande quand même pas mal de temps pour le travailler. Et c'est vrai que quand on est en sélection, on n'a pas forcément le temps de travailler, de mettre les choses en place. Quand on démarre un stage le lundi, le premier match arrive le jeudi ou le vendredi, après on rejoue 2-3 jours après. Donc c'est compliqué de trouver le temps pour bien le travailler. Après, je suis un entraîneur, quand j'étais au centre de formation, j'évoluais dans tous les systèmes. Donc tous les systèmes me plaisent. J'ai cette curiosité d'apprendre à jouer dans tous les systèmes. Et puis, quand on est en équipe nationale, il faut s'adapter. Donc moi, j'essaie de m'adapter à mon effectif. J'essaie de m'adapter à comment les joueurs réagissent quand j'utilise certains systèmes. Et à la fin, c'est vrai que finalement, avec mon équipe, on peut dire que j'ai joué dans tous les systèmes déjà. Ouais, Emers, justement, en parlant de tactique, ce système à 3, c'est un système que tu affectionnes, que tu n'as pas pu utiliser. Je crois que tu l'as utilisé que 2 fois, il me semble. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus sur le terrain? Pourquoi tu l'affectionnes autant? Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis un ancien milieu de terrain, mais j'aime quand mon équipe a la supériorité au milieu. Et avec ce système, je me sens plus sécurisé parce que j'ai mes 3 défenseurs centraux qui sont, quoi qu'il arrive, toujours en sécurité. Au milieu, je peux avoir mes 2 milieux défensifs avec, on va dire, mes 2 ailiers qui peuvent venir créer le surnombre à l'intérieur. Et quand moi, j'ai un milieu qui est fourni, je suis plus à l'aise avec ça. Donc, dans ce système-là, la force pour moi, c'est d'avoir beaucoup de joueurs dans le milieu, que ce soit en opposition ou en possession du ballon. C'est beaucoup plus facile pour moi de ressortir le ballon et de défendre avec ce système-là. Alors, certes, vous aimez cette défense à 3, mais on l'a dit, vous jouez aussi beaucoup donc, en 4-3-3. On s'est mis à votre place, tiens, pour une fois, en essayant de voir tout votre effectif, parce que vous avez un effectif large quand même, en tout cas intéressant, des joueurs de qualité. On a essayé d'établir dans la rédaction de J-1 votre 11 type potentiel. Un 4-3-3, on l'a dit, avec du Fofana dans la cage, avec du Ndika et du Cotonou en défense, Singo et Conan sur les côtés, Sangaré, Kessié et Seko Fofana au milieu, et puis sur les côtés, Adingra, Diallo et Haller en pointe. Est-ce que vous validez ce 11? Est-ce qu'on pourrait être à votre place? Ouais, j'ai du souci à me faire, là. Ouais. C'est pas mal. Vous voulez dire que je vais être le futur coach de la Côte d'Ivoire? Apparemment. Hein. Ah, d'accord, ok, bon, c'est pas mal. Allez, je taquine plus sérieusement, Emers. Toi, tu vois le poste de gardien. Donc, on l'a dit avec Fofana, mais vous avez notamment convaincu Alban Lafont de vous rejoindre. Comment est-ce que vous avez fait? Ça a été de la discussion, ça a été des rendez-vous, ça a été un dialogue en toute sincérité avec lui. Quand on l'a vu et qu'on a échangé avec lui, on a été très, très transparent sur le projet collectif et sur le projet individuel. Comment nous, on le voyait à l'intérieur de cette équipe, en sachant qu'on a déjà un jeune gardien, qui est Yaya Fofana, qui
depuis qu'il est arrivé en sélection, nous a toujours donné satisfaction. Donc, on a été très, très clair, très, très sincère avec lui. Et lui, il a complètement adhéré et complètement aimé le projet. C'est la raison pour laquelle il a décidé de nous rejoindre. Juste quand vous dites très très clair, très transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui avez dit, tu ne seras pas numéro 1, tu vas être numéro 2, numéro 1. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour comprendre? Oui, c'est ça. On lui a dit clairement qu'aujourd'hui, on était très, très content de notre gardien, qui est Yaya Fofana, qui en plus, c'est un jeune gardien. Donc, il est encore là pour quelques années. Et qu'il ne venait pas spécialement dans la peau d'un numéro 1. Et que dans un premier temps, il venait pour encadrer ce jeune gardien qu'on a en numéro 1 et aussi apporter toute son expérience, parce que c'est un jeune gardien aussi, mais qui a beaucoup d'expérience déjà. Donc, comme je l'ai dit, il a aimé le discours, parce qu'on ne lui a pas vendu du rêve, on ne lui a pas vendu une place de numéro 1. On a été très honnête avec lui, et lui, il a vraiment aimé le principe et surtout le projet collectif. Il a vu qu'on avait beaucoup de joueurs de qualité, il a vu qu'on avait une équipe qui était jeune, ça veut dire qui était qui pourrait encore être performante sur 10, 15, 20 années. Donc il a vraiment aimé le projet dans sa globalité, que ce soit individuellement ou collectivement. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des performances récentes de Yaya Fofana depuis la victoire à la CAN, justement? Yaya, après la CAN, a pris en maturité. Il a pris en maturité parce que quand on regarde les matchs qu'on a joués depuis la CAN, on a très souvent joué contre des équipes qui étaient sur le papier, en tout cas, inférieures à nous. Et on s'est très souvent retrouvé dans des matchs où il avait quasiment rien à faire. Peut-être 1 ou 2 arrêts, mais il a toujours été décisif. Et quand on sait qu'à Angers, on a plutôt tendance à dire que c'était le contraire. Ça veut dire qu'il était dans une équipe où il était très sollicité, il avait beaucoup de travail. Et réussir à switcher quand en club vous avez beaucoup de travail et venir en sélection, vous avez peut-être 1 ou 2 arrêts à faire en 90 minutes. Je trouve que sur ça, il a pris en maturité, il a beaucoup progressé sur sa concentration, sur sa manière d'aborder les matchs. Et il a toujours été décisif avec nous, et c'est un gardien qui se bonifie avec le temps et qui n'a pas attendu d'avoir la trentaine passée pour progresser de jour en jour. Tiens, durant les qualifs de la Coupe du Monde, on a surtout vu que vous aviez trouvé une certaine assurance défensive. C'est quoi votre secret? C'est le fait d'avoir été un milieu défensif, c'est ça? Non, c'est la première chose qu'on a voulu mettre en place avec le staff quand on a récupéré l'équipe après la CAN. Bon, on l'a récupéré pendant la CAN, mais officiellement après la CAN. Ouais. Je rappelle, 0 but encaissé pendant la période. C'est ça, c'est de se dire que finalement, on défend à 11 et on attaque à 11. Et on a réussi à concerner vraiment tous les joueurs, c'est que ce soit de l'attaquant au gardien, on a réussi à concerner tous les joueurs pour que finalement, à la fin, le fait de ne pas encaisser de but soit un travail, pas que de la défense, mais de l'équipe. Et je pense qu'aussi la concurrence qu'on a su créer au sein du groupe fait que tout le monde a envie de se battre pour récupérer le ballon, pour défendre et pour ne pas prendre de but. Tiens, on évoque toutes les lignes, on l'a compris, de cette équipe de Côte d'Ivoire. Le milieu de terrain, avec notamment Franck Kessié. On a l'impression qu'après le match du Sénégal, justement, il y a un avant et un après-match, on va dire, pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il a désormais son rôle de leader sur et même en dehors du terrain, désormais? C'est exactement ça. Franck, il a pris une dimension depuis le Sénégal qui est incroyable. Les gens voient ses performances sur le terrain. Nous, on voit aussi ses performances en dehors du terrain qui sont aujourd'hui aussi bonnes que celles qu'il a sur le terrain. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé en Franck le capitaine qu'on attendait. Le capitaine qu'on voulait, c'est un capitaine qui soit aussi bien exemplaire sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et sur ça, il a fait un progrès énorme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un capitaine exemplaire qu'on a en sélection. Je vous entends dithyrambique sur Franck Kessié, qui n'est pas nommé au CAF Awards. En tant que sélectionneur, ça vous fait quoi? Sincèrement, je pense, je pourrais dire que c'est un manque de respect pour le joueur qu'il est. C'est un manque de respect pour la Côte d'Ivoire aussi. Quand on regarde la saison de Franck, il gagne la Ligue des Champions avec son club. Il est décisif avec son club, il est décisif avec l'équipe nationale. Il marque des buts, il fait des gros matchs, que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale.
quand il est parti dans le championnat saoudien, on a entendu dire que oui, il allait dans un championnat où il allait perdre son niveau, où physiquement il allait beaucoup perdre, mais on se rend compte qu'avec le travail, en plus qu'il fait dans son club, il a gardé un niveau de performance qui est au-dessus de la norme. Donc pour moi, c'est clairement un manque de respect de ne pas l'avoir mis parmi les 10 meilleurs joueurs africains. Ouais, il a récupéré d'ailleurs le brassard derrière Aurier ou Gradel. Il faut avoir les épaules pour ça. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est pas simple de récupérer le brassard derrière ces deux joueurs hein, qui rappelons-le, ils font partie des rares joueurs à avoir gagné 2 CAN en Côte d'Ivoire. Donc, c'était pas simple. C'est vrai que, pour être honnête avec vous, au départ, on n'était pas parti sur des chapeaux de roue. Mais, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'un Franck qui est très, très sérieux, qui est très investi. Et il a su prendre ce rôle de capitaine à cœur et aujourd'hui devenir vraiment un capitaine qui est exemplaire. Mais que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, c'est vraiment le capitaine qu'on voulait. Ensuite, sur son interaction avec les autres, on a vu sur l'équipe projetée que ce milieu à 3 avec Seko Fofana et Sangaré, ces 3 joueurs qui ont quasiment le même profil, comment vous les faites évoluer justement tous les 3 ? On n'a pas eu, depuis la CAN, on n'a pas eu beaucoup de matchs où on a aligné les trois en même temps. De mémoire, on a eu un seul match d'ailleurs où on a aligné les 3 en même temps. Et moi, j'ai beaucoup échangé avec eux avant le match pour leur dire exactement ce que j'attendais d'eux sur leur collaboration. Leur dire qu'individuellement et sur le papier, c'était le meilleur milieu africain, ça c'est mon avis. Mais que collectivement, j'avais besoin de ressentir aussi cette maîtrise, cette supériorité. J'avais besoin de sentir cette complémentarité sur le terrain, que ce soit sur les actions défensives ou sur les actions offensives. C'était beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir quand ils étaient associés tous les 3 à la CAN. Après, c'est des joueurs qui individuellement sont tellement forts que personnellement, je pense qu'ils peuvent encore apporter beaucoup plus quand ils sont alignés tous les 3 ensemble. Mais pour moi, ce sont des joueurs qui connaissent le foot et qui n'auront aucun problème à évoluer à 3, quel que soit l'adversaire. Emerse, juste l'actu, Seko Fofana, on l'a vu sur le dernier match de Rennes en milieu de semaine, qui a été écarté du groupe par Habib Beye. Votre regard sur sa situation dans les jours, semaines à venir, si ça continue comme ça, est-ce que vous allez lui dire en janvier, il faut que tu partes, après laquelle, il faut que tu changes de club, il faut que tu joues? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez échanger avec lui peut-être? Alors, j'ai pas échangé avec lui depuis le stage, mais c'est vrai que je suis de très très près sa situation en club. Bon, pour le moment, c'est tout récent, c'est tout neuf. Je pense que par le travail et par des échanges avec son coach, ils trouveront nos solutions pour que ce problème soit derrière eux. Et c'est vrai que quand on a des joueurs comme ça qui traversent des périodes un peu plus difficiles dans leur club, on n'est pas là pour leur dire va à tel endroit ou demande un transfert. On est là pour les écouter, on est là